Bonjour, bienvenue dans cette grande matinale Silver Echo. C'est le troisième numéro. Donc, l'idée chaque mois est de faire, chaque deuxième mardi du mois est de faire un rendez-vous distanciel et live avec donc des intervenants, des décideurs, des acteurs de la Silver Economy et des univers des seniors. Nous allons parler maintenant du prêt viager hypothécaire, un sujet que j'ai découvert il y a à peu près un an. Vous verrez, vous allez voir, c'est passionnant avec mon invité, second invité qui connaît bien le sujet, Thomas Baudereau, qui est le cofondateur d'Arago. Bonjour Thomas. Bonjour Frédéric, bonjour à Peut-être tous. présenter Arago et après on va plonger dans ce sujet du prêt viager hypothécaire. Alors, Arago, c'est une fintech, puisque c'est l'expression consacrée depuis quelques années, qu'on a montée en 2022, mais sur laquelle on travaille depuis plus longtemps que ça, depuis 2020. Et pour passer les étapes classiques de la fintech, on a levé des fonds, voilà, pour pouvoir lancer notre projet. Donc, on a levé des fonds en 2022, relativement conséquents, puisqu'on a levé 5 millions de fonds propres et 50 millions de dettes, avec un objectif très simple, qui était de reproposer le prêt viager hypothécaire, qui est une solution financière pour les seniors, qui avait été un petit peu abandonnée, ou qui n'avait pas été très développée, on va dire, puisque c'est une loi qui date de 2006 en France. Le produit est assez simple, en fait. L'idée, c'est que vous êtes propriétaire et vous avez besoin d'argent. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et donc, on va mettre en hypothèque un bien immobilier. On va vous prêter un pourcentage de cette somme. Et l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de mensualité. Ça capitalise. Ça veut dire que puisqu'il n'y a pas de mensualité, vous n'avez pas d'attaque sur votre budget mensuel. Ce qui correspond bien à une population senior qui, normalement, a moins de revenus à sa retraite que lorsqu'elle travaillait, même si, il faut en parler avec Benoît, je pense qu'il a des choses à dire là-dessus aussi. Euh, mais globalement, c'est quand même la réalité. Et l'idée, c'est que nous, on veut faire un produit qui est pour tout le monde, en fait. Donc, c'est pas une niche. On pense que le prêt viager hypothécaire dans l'environnement des solutions de monétisation du patrimoine immobilier, qui est, pour reprendre une expression consacrée aussi, comme disait le président de la République, il y a un pognon de dingue qui dort, et c'est vrai, énormément d'argent qui dort et qui sert à rien, qui est immobilisé dans de la pierre, notamment chez les seniors, et qui pourrait être réinjecté dans l'économie. Eh bien, on pense que c'est la solution la plus simple, c'est le prêt viager hypothécaire, parce que c'est réversible. Vous faites un prêt avec une banque, donc en fait, c'est un contrat d'adhésion. C'est-à-dire que c'est pas un contrat de gré à gré avec une transaction où vous devez négocier la vente ou la vente partielle de votre maison. Donc c'est un contrat d'adhésion, c'est simple. On vous prête une somme d'argent qui correspond à votre âge et à votre à la localisation de votre bien. Évidemment, bah, il y a toujours des désavantages pour certains d'être à certains endroits plutôt que d'autres, mais globalement, on peut faire à peu près 90% du territoire. Et donc, on va permettre, et on a permis déjà à plus de 200 personnes de se financer. Et c'est des gens qui avaient soit pas la possibilité, soit pas l'envie de se tourner vers des solutions de type viager, nue propriété, Co. Pourquoi pas l'envie? Parce que bah, il y a toujours la même histoire sur le viager, on va pas épiloguer là-dessus. Enfin, ça peut Mhm. poser un problème moral pour certains, on peut le comprendre. Et pourquoi ne pouvez pas aussi? Parce que parfois, vous êtes dans des endroits en France où il n'y a pas d'investisseurs en viager. C'est ça la réalité. C'est que si vous êtes à Paris, à Lyon, sur la côte basque, à Antibes, vous allez trouver des investisseurs en viager. Et si vous êtes à Limoges, si vous êtes à Saint-Étienne, si vous êtes à Quimper, si vous êtes au Mans, vous avez beaucoup moins d'investisseurs en viager. Donc le viager, de fait, ne peut répondre à un besoin national, on va dire. Donc nous, on L'aspect, apporte cette solution. le terme hypothécaire, en fait, pour moi, Hmm. il veut dire que si je rembourse pas, je perds quelque chose, je perds la maison. Enfin, c'est pas vraiment ça, en Oui, fait, dans le prêt viager hypothécaire. Pour ouais, moi, c'est pas la on a même tous en notion. tête le Monopoly, Co. Ouais. Mais en fait, très simplement, on va prendre un exemple. Quelqu'un a 80 ans, il a une maison qui vaut 500 000 euros. Voilà. Et il vient nous voir, il nous dit, je voudrais emprunter parce que j'ai des projets financés. On va lui prêter 200 000 euros. Sur ces 200 000 euros, si au bout voilà,
c'est-à-dire au bout de 5 ans, il décide de nous rembourser, d'abord, il peut le faire. Il peut nous rembourser quand il veut. Ensuite, la dette à capitaliser, donc il y a un certain montant supérieur évidemment aux 200 000 euros à nous rembourser. Ça, c'est le cas où il décide voilà, de rembourser parce qu'il a des rentrées d'argent. Ensuite, il y a la solution où il vend sa maison parce qu'il doit aller en EHPAD, par exemple, ou dans une résidence senior. Ouais, il doit bouger. Dans ces cas-là, nous, on a une hypothèque de premier rang. Et donc, au moment de la vente, le notaire va regarder qui est créancier hypothécaire de premier rang. Il va regarder le montant de la dette qui est capitalisée. Il va nous rembourser. Et le reliquat, en fait, c'est ça qui est intéressant. Le reliquat va aller au vendeur. Donc, en fait, il n'a pas perdu sa maison. Hein. Il ne paye que la valeur temps de ce qu'il a emprunté. Et la différence lui revient. Enfin, un dernier cas qui va être certainement le plus fréquent, c'est-à-dire un remboursement à la succession. Et là, l'intérêt, c'est que les héritiers ont le choix. Donc, ils veulent garder le bien parce que le bien les intéresse pour X, Y raison. Et ils ont les moyens de le faire, soit parce qu'ils ont de l'argent par eux-mêmes, soit parce que dans la succession, il y a les moyens de rembourser. Donc, ils conservent le bien. Et sinon, comme la plupart des gens, ils vendent la maison de leurs parents. Et dans ces cas-là, ils vont toucher la différence entre le montant de la dette et le prix de la maison. La plupart du temps, il y aura bien quelque chose à récupérer. Dans les rares cas statistiques qu'on aura où la dette aura dépassé le prix de la maison parce que on aura des gens, et tant mieux pour eux, qui ont vécu très longtemps, et ben tant pis pour nous. Nous, on s'arrête à la maison. Il n'y a pas de dette qui va être prolongée sur les héritiers ou qui va aller chercher quelque chose d'autre dans la succession. Donc, on a un alignement d'intérêts. On n'a aucun intérêt, nous, à ce que les gens meurent rapidement. Ça va pas améliorer notre rentabilité. Au contraire, on a un peu travaillé pour rien, je pense. Donc voilà, on pense que c'est une bonne solution et nos clients type aujourd'hui, pour vous donner une idée un peu plus concrète, le plus jeune 61 ans, le plus vieux 96 ans et la moyenne c'est 76 ans. Et le gros des troupes, les deux tiers, c'est entre 70 et 80 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un prêt, donc ils en font ce qu'ils veulent en fait. C'est comme un prêt de trésorerie. Et donc on a beaucoup de configurations, beaucoup de personas, comme on dirait en marketing, et qui sont pour des usages qui sont pas exclusifs l'un de l'autre. On retrouve un peu pêle-mêle, bah, évidemment, financement de la prédépendance, dépendance, payer l'aide à domicile, qui est un sujet, y compris quand on a des aides de la part, puisque les montants sont pas forcément au niveau de ce que les gens souhaiteraient en termes de services. Donc, ils sont obligés de mettre un petit peu de leur poche. On sait aujourd'hui que c'est beaucoup d'aidants aussi qui aident financièrement leurs aînés. On a des situations de transmission intergénérationnelle. C'est-à-dire que vous avez des gens qui essayent d'aider leurs petits-enfants très majoritairement, hein, et qui se disent que c'est maintenant et pas dans 15 ans. On a des situations de rénovation de l'habitat avec de l'adaptabilité et de la rénovation énergétique, les deux. Ça va être l'isolation, retrouver un DPE correct, et en même temps faire toute l'adaptabilité pour avoir une fin de vie agréable à la maison. Voilà. On a enfin beaucoup de gens qui sont monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est ça notre cible, et qui, vous voyez, nos clients, en moyenne, ils ont à peu près 25 000 euros de revenus par an. C'est ça nos clients. Et nous, on n'a pas besoin de vérifier leurs revenus, on n'a pas besoin d'un questionnaire médical, on n'a pas de limite d'âge, on commence à 60 ans, sinon c'est pas très intéressant financièrement, mais il n'y a pas d'assurance à prendre. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, on a beaucoup de gens qui n'ont pas fini de payer leurs dettes. Et en fait, ils sont à la retraite et ils serrent un peu la ceinture. Ils essayent de joindre les deux bouts en permanence, c'est-à-dire qu'ils ont toujours des crédits, notamment des crédits consommation, et ils vont utiliser leur crédit pour rembourser leur crédit, ne plus avoir de mensualité, donc ils vont remettre la tête hors de l'eau, si je puis m'exprimer ainsi, et passer une retraite beaucoup plus confortable, et en finir un petit peu avec ce mode de vie qui est tout le temps de faire un peu de cavalerie et voilà, d'essayer de s'en sortir un peu toutes les fins de mois. Parce qu'ils ont fait cet effort d'être propriétaires et qu'ils ont donc une épargne qu'ils peuvent mobiliser. Tu disais que c'est nouveau en France, enfin vous le relancez en France. Est-ce qu'il y a des pays où c'est très développé? Et puis tu me donnes des Alors, ordres de le pays, grandeur de oui, développement. il y a des pays où c'est très développé avec des modes un petit peu différents, mais
On va rester en Europe, il y a les US, il y a l'Australie, il y a des choses comme ça. Mais le marché le plus développé, c'est la Grande-Bretagne, où là-bas, ce sont les plus gros fournisseurs, ça va être Aviva, Legal & General, tous les gros assureurs en fait. Les gros assureurs s'occupent de ça là-bas. Et sur les bonnes années, ils peuvent faire 50 000 nouveaux prêts par an. 50 000, d'accord. Ok. 50 000, pour donner une idée, le viager, c'est aller maximum 6 000 opérations par an en France. Et on a une démographie assez comparable avec les Britanniques. Donc, pourquoi? Parce que, en fait, comme vous restez propriétaire, euh, bah, si l'immobilier monte, c'est pour vous, en fait. Dans le viager, dans la Nupro, c'est pour l'investisseur. Donc, si vous Ah oui. vivez, vous faites Ah une oui, oui. opération de viager, vous avez fait un viager il y a 15-20 ans à Bordeaux, vous étiez peut-être content le jour J. Bon, si vous êtes toujours vivant 15-20 ans après, vous vous dites quand même que c'était peut-être pas une très très bonne opération, rétrospectivement. Vous pouvez pas le savoir, mais c'est la réalité des choses. Donc les Anglais ont bien compris que l'immobilier sur le long terme, ça montait. Et donc, rester propriétaire, c'est un avantage. Ensuite, nous, on a beaucoup plus de flexibilité aussi. C'est qu'on peut ne pas utiliser tout le bien. Je m'explique. Cette même personne dont on a parlé tout à l'heure, qui a une maison de 500 000 euros, qui peut emprunter 200 000 euros, nous dit, mais j'ai juste besoin de 100 000 euros pour faire de la rénovation énergétique, et puis solder un crédit conso, et puis voilà. Eh bien, on va pouvoir le faire sur la moitié de sa maison. Et donc, on va sanctuariser l'autre moitié. Donc, l'autre moitié est intouchable, ira de manière certaine à ses héritiers. Donc, voilà, il y a un côté flexible qui rend le produit très intéressant et, à mon avis, à la fois complémentaire du viager et de la Nupro, parce qu'il y a des situations où c'est le viager et la Nupro qui sont la bonne solution. A priori, si vous n'avez pas d'héritier, c'est quand même la meilleure solution. Et puis, il y a des zones où c'est intéressant. Mais on a un éventail d'usages plus large, je pense, puisque évidemment dans le viager ou dans la Nupro, vous avez un côté un peu définitif et puis parfois pour certains une masse d'argent dont ils n'ont pas l'usage. Vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de monétiser et d'avoir 400, 500, 600, 700 000 euros. Vous pouvez avoir un besoin qui est plus ponctuel et identifié. Euh, En moyenne, nous on fait des prêts qui font 130 000 euros et le minimum qu'on fait c'est 50 000 euros. On peut monter jusqu'à 1 million d'euros, mais dans les faits, aujourd'hui, le plus gros prêt qu'on a fait doit faire 600 000 euros. Euh, comme vous le relancez en France ou vous le lancez en France, les seniors ne sont pas forcément au courant que ça existe. Moi, je ne connaissais pas. Bon, je ne suis pas forcément senior, entre parenthèses. Comment est-ce que vous trouvez les clients et est-ce qu'ils sont faciles à convaincre en fait? Non, évidemment, vous prenez bien qu'un produit comme ça se vend pas comme des petites brioches ou des muffins dans une boutique sympa. Donc, c'est plus compliqué. Comment on fait? Alors, d'abord, nous, on travaille avec des banques. Ces banques ont leurs propres réseaux commerciaux qu'ils activent, que ce soit des réseaux internalisés ou externalisés. Ensuite, on va travailler beaucoup avec des gens du viager, justement, qui, eux, voient beaucoup de monde, qui viennent les voir de par la notoriété de leur solution, mais qui ont un taux de transformation qui est pas extraordinaire et qui peuvent pas être la solution pour tout le monde. Donc, Ouais. ils vont nous rediriger des clients sous une forme d'indication d'affaires, en fait, très simplement. Et puis, nous, en direct, on fait notre petit travail avec notre site web, on se met à faire du référencement, enfin, tout ce que fait tout le monde aujourd'hui. Et ça prend du temps parce qu'effectivement, les gens ne connaissent pas le produit. Le produit s'appelle le pré-viager hypothécaire. C'est le nom donné par le législateur qui fait sens légalement parlant, puisque c'est un prêt bancaire, viager au sens littéral jusqu'à la mort, et hypothécaire parce que sécurisé par une hypothèque. Mais nous, on l'a rappelé le prêt 60. On trouve ça plus sympa parce que ça démarre à 60 ans et qu'on peut au maximum prêter 60% de la valeur d'un bien. Pré-viager hypothécaire, c'est un mot difficile pour du marketing, hein. Ça fait, il y a presque trois gros mots dedans. Donc, bah, on se dépatouille de ça. Et pour se faire connaître, on fait un peu de relations publiques pour avoir un peu d'articles de presse. Mais ça, c'est de la stratégie longue, hein. C'est pas parce que vous avez un article de presse une fois tous les 2 mois que ça va changer grand-chose. Du référencement, on communique surtout pour l'instant sur des canaux d'affaires où on va dire les besoins sont identifiés. On n'a pas encore atteint une taille qui nous permet de faire du mass market, en tout cas en marketing. Grosso modo, ça correspondrait quand même à un moment de passer dans des grands médias avec les contraintes de coût que ça génère.
Donc, on n'en est pas encore là, mais ce serait certainement un bon moyen. Euh, Ensuite, on a quand même un effet favorable, c'est la démographie qui nous pousse, puisque tous les jours, techniquement, il y a de plus en plus de gens qui sont dans des situations de besoin de financement à un âge certain et qui n'ont pas d'autre alternative, puisqu'évidemment, vous allez à la banque à 76 ans, à 80 ans, bon, a priori, on va pas vous prêter d'argent, sauf si vous êtes très riche, mais donc ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de problèmes. Les banques vont s'y mettre, à ton avis? Je pense que les banques viendront. Nous, on travaille avec les banques, hein. On est en partenariat avec deux banques aujourd'hui et on sera probablement en partenariat avec d'autres banques plus tard, puisqu'on discute avec beaucoup de banques aujourd'hui. Les gros groupes bancaires vont venir, mais est-ce que c'est un intérêt pour eux, sachant qu'ils ont des contraintes de marché? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un marché qui est encore petit en France. Euh, et à l'échelle du prêt aux particuliers, le marché du prêt aux particuliers en France, hein, c'est des marchés énormes. On parle de plusieurs centaines de milliards par an qui sont prêtés. Donc, il faut qu'il y ait un volume suffisant pour que des grosses machines de banques que tout le monde connaît partout dans tous les coins de France s'activent, puissent activer leur réseau, former leur réseau, décider d'en vendre des masses. Eh ben, il faut qu'il y ait un marché que nous, on a vocation à créer, en fait, en étant un petit peu les, les pionniers, je vais dire. Et je pense que tant que le marché fera pas 1 milliard d'euros, ce qui peut paraître énorme, mais en fait, à l'échelle du marché bancaire français, c'est rien du tout. Faut comprendre que vous avez des gros groupes bancaires qui prêtent juste en crédit IMO 35 milliards par an. Voilà, c'est les sommes qu'ils prêtent. Donc, dans 4 5 ans, si le marché français fait 1 milliard, ce qui est tout à fait possible, parce qu'il y a des besoins, voilà, on aura certainement des grands groupes bancaires qui vont venir, et tant mieux. Il faut qu'il y ait des grands groupes aussi pour faire connaître avec des marques de confiance l'intérêt du produit. On a besoin d'eux. Des questions dans le chat ou Benoît, j'imagine qu'il y a Benoît des questions. Benjamin, si tu peux, ou Brice, hein. Bah, Benoît, une question, j'imagine. alors, moi, effectivement, j'ai trouvé ça très intéressant. Je vous remercie beaucoup pour votre approche. Euh, Merci. alors, est-ce que vous pouvez donner un peu une idée du volume de clients que vous avez, Oui. indicatif? Deuxièmement, pour rejoindre ce qu'a dit Frédéric, comment est-ce que vous arrivez à persuader donc, quels sont les canaux que vous utilisez? Ça m'intéresserait parce que je suis communicant. Et troisième question, mais de manière un peu plus large, vous l'avez dit, vous avez cité en exemple le marché britannique, où alors le marché immobilier n'est pas tout à fait le même qu'en France, hein. Par exemple, à Londres, les gens achètent le droit de louer, hein, avant d'acheter le foncier. Enfin voilà, c'est des marchés qui ont strictement rien à voir. Mais également en Grande-Bretagne, euh, à 95%, les Anglais font des testaments avant de décéder, donc ils préparent leur succession. En France, on n'est qu'à 5%. Et donc, Hmm. est-ce qu'il n'y a pas effectivement là un vrai chantier pour vous, comme pour tous les acteurs, alors pas simplement financiers, hein, mais qui s'intéressent bien entendu à ces questions de succession, de patrimoine détenu par les personnes âgées? Est-ce qu'il n'y a pas là un gros chantier de vulgarisation, d'explication, des enjeux et de ce qu'ils peuvent faire en réalité? Parce que à nouveau, là aussi, ça fait partie un peu de toutes les questions qui se posent, hein. C'est comment est-ce qu'on finance? Alors, tout à l'heure, c'était les services à la personne, mais il y a beaucoup de sujets qui nécessitent d'être financés. Et c'est vrai que en France, les gens disent toujours, je mets de l'argent de côté pour mes vieux jours au cas où. Et quand les vieux jours arrivent, on n'en fait rien. Alors, comme vous l'avez C'est dit, hein, ça. je constitue un patrimoine, j'ai alors une maison. Et dernier point sur lequel je voulais venir aussi, pardon, c'est la prise de conscience de la valeur de son bien immobilier. Parce que moi, je l'ai beaucoup vu en travaillant sur les résidences services seniors. Les gens ont acheté un bien immobilier, on va dire, aux alentours de 30 ans, qui valait 100, ou que ce soit en France. Aujourd'hui, le foncier a incroyablement grimpé. Hmm. Donc, admettons que ça vaille 300, 400, mais dans leur esprit, ça vaut toujours 100. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à se projeter que c'est pris une telle valeur, Hmm. leur pavillon, leur appartement, qui est plus loin. Excusez-moi, quatre questions. Alors, je vais essayer de me souvenir des 4 questions, Benoît. Alors, Alors, la première question, ne compte pas sur moi pour te les rappeler, d'accord? Combien de clients par an? le volume. Voilà. Aujourd'hui, donc, nous, on a fait notre premier prêt 60 en avril 2023. Oui.
Aujourd'hui, on a fait 17 millions d'euros de prêts 60, ce qui représente à peu près 130 clients, 130 ménages. Et en clients, ça fait plutôt 200 et quelques. Voilà, parce qu'il y a des couples, il y a des gens seuls et des couples. Euh, et surtout, on a un volume qui décolle. Hein, c'est-à-dire que sur ces 17 millions, on en a fait en gros 4 millions dans les 6 dernières semaines. Mhm. Et quand on regarde ce qui arrive dans les tuyaux, on est plutôt à plus 23 millions. Donc voilà, on a 23 millions qui est en cours de traitement supplémentaire. Donc c'est en train d'accélérer. Ensuite, la deuxième question, Benoît, c'était les canaux d'origination. Voilà. Donc on en a trois. On a les banques avec qui on travaille. Il y a deux banques aujourd'hui. Il y a le CFCL qui est une filiale d'Arkea Mhm. et le Crédit municipal de Nantes. D'accord. Ces deux banques ont leur réseau de commerciaux et de courtiers. Donc, elles travaillent entre elles. Enfin, les banques et les courtiers travaillent entre eux. Et nous, ils utilisent notre plateforme, notre solution tech, si je puis dire, et financière. Ouais. Ensuite, on a les canaux qui passent par Arago. Et là, il y a un canal. Donc, le premier canal, on a dit, c'était B2B entre banques et brokers. Et là, on a un canal B2B2C qui est indicateur d'affaires. C'est-à-dire que des indicateurs d'affaires, notamment des gens du viager, euh, vont nous amener des prospects et D'accord. nous, on va les reprendre en main, en fait, voilà, sur notre sujet, avec la volonté de les amener à conclure ou pas, parce que ça dépend si c'est une bonne solution ou pas pour eux. On essaye d'être assez impartiaux parce que on n'est quand même pas avec, vous voyez, c'est des choses engageantes. Donc, il faut le faire avec pas mal d'éthique, sinon ça va pas aller très loin, je pense. Donc, notre mantra, c'est de faire des choses honnêtes. On n'est pas là pour vendre des solutions qui n'ont pas d'intérêt. Euh, et donc ça, c'est le canal B2B2C. Et on a un canal B2C qui est notre site internet en direct. Mhm. Donc les indicateurs font de la promeuvent le sujet. Et puis en direct, on fait du marketing digital. Donc, les stratégies détaillées, je suis pas un expert, mais qu'on utilise aujourd'hui, par exemple, c'est du PMax Mhm. sur Google, c'est du Search Ads. Meta, je ne sais pas où on en est. Je pense qu'on a commencé à travailler le sujet, mais je ne pourrais pas vous en dire plus à ce stade, parce que c'est pas trop ma partie. Voilà. Et puis pour finir sur le marché britannique et peut-être les autres marchés, Oui, et la perception de la ouais, succession, de la valeur de son patrimoine et de la préparation du coup de sa succession. c'est ça. Alors, marché britannique, le record qu'ils aient atteint, c'est 7 milliards d'euros sur une année, en 2022. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a la Suède, il y a l'Irlande, il y a les Pays-Bas, il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a le Portugal, notamment en Europe. Donc c'est un peu partout quand même si le marché le plus avancé est de loin la Grande-Bretagne. En Angleterre, effectivement, on a une perception financière un peu différente. Hein, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont habitués à rembourser des crédits et les renouveler sans les rembourser entièrement. Ils sont avec des systèmes de taux variables, donc ils sont beaucoup plus financiarisés que nous, je pense. Et puis, ils ont un rapport à l'héritage qui n'a aucun rapport avec celui des Français. C'est-à-dire qu'en Angleterre, vous pouvez très bien avoir deux enfants et dire que vous aimez bien le premier et que vous allez tout lui filer et que le deuxième est une buse et qu'il ne mérite rien et c'est pas très grave. C'est pas gênant. C'est pas choquant. Voilà. En France, vous faites ça, vous passez pour un sale type, quoi. Donc, et c'est pas trop la mentalité. Donc, on a des mentalités très différentes. Donc, donc, ils ont un rapport à l'héritage qui est beaucoup plus libéré. Et je pense que la loi en France et les règles d'héritage sont tellement encadrantes par culture qu'il y a peu de recours à l'héritage, puisque de toute façon, il n'y a pas beaucoup de liberté dans l'héritage. Il y en a quand même pour les gros patrimoines, mais sinon, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, je pense que c'est ça la différence de rapport à l'héritage entre les Anglais. Et je pense que c'est l'histoire vous voyez, de culture, de système familial qui est assez différent en fait. Et puis pour finir, Benoît, sur la perception du patrimoine et comment amener à ça, effectivement, vous avez des gens qui sont pas mis à être marchands de biens. Hein. Ils n'ont jamais voulu être marchands de biens, ils n'ont jamais voulu faire de l'immobilier, mais il se trouve que vous avez des gens comme ça qui ont des apparts qui valent 1 million d'euros et qui ont toujours un job de base, tout simple, hein, employé. Mais voilà, c'est arrivé. Et donc, effectivement, certaines personnes ne s'en rendent pas compte. Pour les toucher, pour nous, c'est très loin. D'abord parce que je ne sais pas comment. Par contre, ce que je sais, c'est que les gens qui viennent nous voir sont des gens qui
à ce stade, ont besoin d'argent. Donc, quelque chose à financer et pas quelque chose à financer dans 2 ans. Quelque chose à financer dans 6 mois. Et donc, c'est plutôt à ce stade, puisqu'il y a un manque de connaissance du produit, de toutes les utilisations qu'on peut en faire, ça va plutôt être des gens qui ont des besoins aujourd'hui et qui vont chercher, en fait, hein, à trouver une solution à leurs besoins et qui vont venir soit directement sur notre sujet, soit qui sont venus par les solutions de type Viager, Enco.